Professeur Cheikh Tidiane Ndour pour parler du sida. C'est bien ça, il est le chef de la division SIDA-IST au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonsoir professeur, merci. Bonsoir Aram, bonsoir Papis. La journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce 1er décembre. Où en est le Sénégal dans cette lutte? Oui, mais encore une fois, merci pour l'invitation qui me permet, à travers cette journée de commémoration du 1er décembre, de partager la situation de la riposte VIH avec les Sénégalais. Peut-être nous reviendrons sur un peu d'historique, mais les derniers objectifs assignés par la communauté internationale, c'est l'atteinte de ce qu'on appelle les 3,90. Les 3,90, ça veut dire dépister 90% des personnes infectées dans le pays, traiter 90% des personnes dépistées positives et rendre la charge virale indétectable chez 90% des personnes sous traitement. Charge virale indétectable veut dire que ces personnes, non seulement ne vont pas tomber malades du sida, ne vont pas en mourir évidemment, mais ces personnes ne sont plus capables de transmettre la maladie. Et ça, c'est le gage de l'arrêt de la transmission dans la communauté. Et à ce niveau, actuellement, le Sénégal est à 81% de dépistés, donc il reste 19% de Sénégalais infectés qui ne connaissent pas encore le SIDA. Parmi eux, 87% sont sous traitement. Et parmi ceux qui sont sous traitement, les 81% aussi ont une charge virale indétectable. Donc pour vous dire qu'on n'est pas loin des objectifs assignés pour 2020. Alors, c'était pour revenir un peu sur le thème de l'année, solidarité et responsabilité partagée. Est-ce que c'est une réponse à un problème spécifique pour le combat? C'est une réponse à un problème spécifique, mais aussi à presque tous les problèmes de santé, les grands problèmes de santé. Parce que ce thème ne découle pas du VIH en réalité, mais découle de la riposte Covid. Ce qu'on a constaté avec la pandémie à Covid, c'est que c'est surtout la solidarité collective qui permet de faire la différence. On peut donner beaucoup d'exemples. Je donne juste l'exemple de quelqu'un qui se réveille le matin, qui a des signes de grippe, il est le seul à savoir. Il appartient à cette personne seule de décider, est-ce que je vais partir au service, au risque, si c'est le Covid, c'est la Covid, de transmettre ça à des collègues. Donc énormément de choses. C'est cette responsabilité-là partagée, collective, et la solidarité qui permet en réalité de mettre fin à certains grands défis. Vous parliez tout à l'heure du statut de certaines personnes qui le méconnaissent certainement parce qu'ils ne savent pas que la maladie est en eux. Est-ce que le dépistage qui est promu volontaire se fait? Le dépistage volontaire se fait et on est monté crescendo par différentes stratégies adaptées au contexte. On a d'abord commencé par ce qu'on appelle le dépistage à l'initiative du patient. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, j'ai besoin de faire, je veux faire le dépistage, je veux me faire dépister, je vais à l'hôpital. Et donc, vraiment, le taux de dépistage était extrêmement faible. C'est par la suite, suite à ce constat, qu'on a adopté une deuxième stratégie qui était intitulée dépistage à l'initiative du prestataire. Et là, c'est le personnel de santé lui-même qui profite de toutes les situations de consultation pour proposer ce test-là. Et par rapport à cette stratégie, là aussi, c'est deux sous-phases. Parce que dans la première phase, c'était, je donne juste l'exemple, quelqu'un qui vient consulter pour une tuberculose, par exemple, de lui dire, dans la stratégie opt-in, de dire, est-ce que vous aimeriez être dépisté par le VIH? Là aussi, ça a décollé très légèrement. La stratégie opt-out maintenant, la deuxième sous-phase, c'est de dire, je vais vous dépister par le VIH. Donc, celui qui dit pas non, donc consent. Ça a permis de faire décoller le dépistage jusqu'au niveau qu'on connaît actuellement. Qui est gratuit pour le patient. Qui est gratuit. Mais on se rend compte qu'avec ces deux stratégies, on est arrivé à un plafond. Parce que pour la simple raison que les 20% de Sénégalais qui restent là, ils sont dans la communauté. Ils sont dans la communauté parce qu'ils sont asymptomatiques. Comme vous le savez, quand on est infecté aujourd'hui par le VIH, pour commencer à avoir des symptômes, c'est entre 7 et 10 ans. On ne sait pas qu'on a le virus, on peut transmettre la maladie, mais ces gens sont dans la communauté. Et au Sénégal, ceux qui viennent à l'hôpital, c'est ceux qui sont malades. L'autre aspect, c'est qu'ils sont dans la communauté parce qu'ils appartiennent à des catégories qui souffrent de stigmatisation et de discrimination. Et donc, ils ne peuvent pas fréquenter beaucoup de structures de dépistage. Et en réponse à cette situation, donc, on a mis en place une autre stratégie. C'est vraiment l'implication des communautaires. Ce n'est pas les médecins, les paramédicaux qui vont dans la communauté,
mais on va capaciter des gens de la société civile pour aller faire ce test-là avec des tests beaucoup plus simples à utiliser, comme l'autotest maintenant, comme le test de grossesse. Maintenant, ça existe pour le VIH, qu'on peut faire dans la communauté et maintenant référer les gens qui sont... Et la transmission mère-enfant, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire qu'au Sénégal, que c'est assuré que le sida ne se transmet plus entre mère et enfant? On n'en est pas là, c'est encore un rêve. Et c'est un des objectifs qu'on peut facilement atteindre. Déjà, en termes de transmission du VIH de la mère à l'enfant inférieur à 5%, dans un contexte où on permet à la maman d'allaiter, on a déjà atteint cet objectif-là. Alors, le plus dur, c'est même pas de dépister les femmes enceintes séropositives, parce que les femmes acceptent ce dépistage-là. Le plus dur, c'est le suivi de l'enfant après la naissance. Parce que ce qui est difficile, le diagnostic final du VIH chez l'enfant, ça se fait 2 mois après l'arrêt de l'allaitement. Donc ça va entre 14 et 18 mois. Vous voyez un peu la complexité de ce suivi par le personnel de santé. Et là aussi, il y a d'autres stratégies qu'on a mises en place, utilisant les sages-femmes, on appelle ça stratégie Ndeye, qui permet à la sage-femme de suivre la femme depuis sa grossesse, l'accouchement, jusqu'au diagnostic définitif de l'enfant à 18 mois. Et l'autre stratégie, c'est le Mazamantor, d'utiliser des femmes enceintes séropositives qui ont déjà cette expérience du suivi de la femme séropositive et de son enfant, qui lui permet de coacher une autre femme séropositive qu'on vient de diagnostiquer jusqu'au diagnostic final de l'enfant. Alors, professeur, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce que moi je pourrais appeler une sorte de banalisation de la lutte contre le sida. Il y a quelques années, c'était à la limite une psychose au quotidien pour toutes les populations du monde. Aujourd'hui, c'est comme si cette maladie avait été éradiquée. Or, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui le justifie et comment est-ce qu'on en est arrivé là et quels sont les risques qui s'exposent, pour lesquels on s'expose pendant cette pandémie dans laquelle nous sommes encore une fois? Les gens ont eu le réflexe de rappeler, pour autant quelle soit la gravité de la maladie, le sida était toujours là. Ouais. Et c'est ça le paradoxe, je suis tout à fait d'accord. Et j'aime bien ce terme banalisation du VIH, parce que c'est ce qu'il faut sur certains aspects. Quand on était plus jeune médecin, nous, on a vécu le VIH à ses débuts. Les premiers cas de sida, j'étais en 4e année de médecine. Quand je suis venu comme interne des hôpitaux, on a commencé à avoir des cas de sida. Et en ce moment, je vous parle des années 90, il n'y avait pas de traitement. On avait même des problèmes pour proposer le test à quelqu'un. Ça revient positif, on n'a pas quelque chose à lui proposer. Et en ce moment, c'était vraiment ce qu'on appelle une maladie subaiguë et mortelle. Parce que ce qu'il avait, moi, il n'y avait aucune chance de s'en sortir, il n'y avait pas de traitement. Ça, vous savez que le virus a été découvert en 83, mais les premières manifestations cliniques, c'était en 81. C'est pour revenir un peu sur la stigmatisation qui poursuit cette affection. C'était dans un groupe de patients, d'hommes qui avaient des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et donc, dès les premiers cas, on a dit une nouvelle maladie des homosexuels. Et vous voyez, c'est cette stigmatisation qui continue, parce que la même année, on a eu des éléments prouvant que ce virus pouvait se transmettre par voie hétérosexuelle, et même de la mère à l'enfant. Mais n'empêche que c'est cette stigmatisation qui continue, de telle sorte que c'est une maladie de la honte, il faut le dire. Et ça constitue un frein à l'accès à certaines populations. Mais revenir sur le fait que dès 96, donc de 81 à 96, donc 15 ans, il n'y avait pas de traitement. C'est à partir de 96 qu'on a eu un traitement efficace. Et quand on dit traitement efficace, ce n'est pas un traitement éradicateur comme pour le palu. Mais c'est un traitement, tu le prends correctement, tu n'as plus de problème. L'immunité qui était abaissée revient à la normale, on n'a plus d'infection opportuniste et donc on a une espérance de vie qui est comparable à celle des autres personnes. Alors, donc ceux qui connaissent bien, c'est vrai qu'il y en a qui font comme si, surtout dans d'autres pays, en fait, ils ont vraiment banalisé. Mais le paradoxe dans nos pays, c'est que les jeunes maintenant, ils ne connaissent rien du sida. Et donc, ceux-là n'ont aucune raison. C'est un grand danger. Mais est-ce que vous communiquez suffisamment? Mais l'autre paradoxe, professeur, c'est que le Sénégal, je ne sais pas par quelle alchimie, quelle spécificité, quelle singularité, le Sénégal a toujours géré le taux de prévalence aux heures de braise même de la maladie. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Ce qui justifie, en fait,
Bon, c'est la précocité et la qualité de la riposte initiale. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier cas en 86-87. En ce moment, tous les pays où il y avait des cas avérés, les gens disaient que non, ce n'est pas chez nous, c'est ailleurs. Le Sénégal a eu le courage, dès le premier cas de sida, de dire on a un cas au Sénégal. Et la réponse a débuté en ce moment-là, en créant la division de lutte contre le sida, en mettant en place une surveillance sentinelle, et même par rapport à la recherche. Les premières données sur l'efficacité des traitements ont été obtenues dans une cohorte sénégalaise. Ça, c'est une longue histoire quand même. Ne pas oublier que la faculté de médecine du Sénégal a fêté ses 100 ans il y a quelques années. C'est pour vous dire que c'est une longue histoire de recherche et de santé publique qui a fait la différence. Et l'honnêteté d'accepter qu'on a un cas et de le prendre en charge. Alors, la directrice de l'Institut de santé et de développement, de l'UCAD, disait que pour ce qui est du taux de prévalence du Sénégal, pour le sida, les personnes les plus touchées sont les couches vulnérables. Et tout à l'heure, quand Papis parlait de banalisation, vous avez surtout insisté sur la stigmatisation. Mais il est aujourd'hui avéré que cette maladie touche plus cette communauté que vous venez de citer tout à l'heure, les homosexuels. Est-ce qu'en niant cela, on va pouvoir avoir les résultats escomptés ou accepter que c'est un fait qui est là et qu'il faudrait insister là-dessus, mettre l'accent plus sur... Peut-être on ne s'est pas bien compris, il n'est pas question de nier ça. La réalité, c'est que l'épidémie au Sénégal est concentrée dans ces populations-là. On a cité les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais il y a aussi les professionnels du sexe. Il y a aussi les consommateurs de drogue par voie injectable. Et les couches vulnérables qu'on oublie, parce que ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont les enfants, les jeunes, les adolescents, surtout les adolescentes. C'est la seule catégorie d'âge pour laquelle la prévalence, l'incidence augmente, de même que la mortalité. Parce qu'il n'y a jamais eu de message vraiment ciblant spécifiquement cette catégorie pour des problèmes évidents de la complexité de parler de sexualité dans cette catégorie d'âge dans d'autres contextes. Mais il est évident qu'il est urgent de trouver des stratégies ciblant spécifiquement cette catégorie. L'atteinte de la cible des 3,90, c'est la même chose avec la stratégie Tatarsen ou c'est différent? La stratégie Tatarsen veut juste dire traiter, tester tous, traiter tous. C'est depuis 2005. Quand on s'est rendu compte pour la première fois qu'une personne qui prend correctement son traitement, qui a une charge virale indétectable, ne transmet plus le virus. Parce que jusqu'en 2015, c'était des conditions pour être traité. Nous, quand on était un peu plus jeunes, en 2003, il fallait avoir moins de 200 de CD4. On laissait les gens jusqu'au stade de sida pour commencer le traitement. Ce qui fait que malgré le traitement, 15% d'entre eux mouraient la première année. C'est comme ça que les recommandations ont évolué. On a ajouté à 350 de CD4. Et en 2005, quand cette évidence scientifique est sortie, on a dit il faut tester et traiter tout le monde. C'est ça le Tatarsen qui veut juste dire test all, trust all in Sénégal. Donc c'est en anglais, mais c'est juste simplement dire... Alors, une dernière question, Aram. Elle me jette un regard en me disant va pas plus loin que ça. Alors professeur, je vais revenir sur le contexte. Aujourd'hui, c'est pour internationaliser un peu le débat et aller vers ONU Sud, à l'OMS. On sait que la géopolitique a son importance et la posture des Américains était celle que nous savons. Ils se sont même retirés financièrement. Alors pendant cette période, comment les professionnels de la santé, et surtout vous qui vivez dans des pays comme les nôtres, comment est-ce que vous avez vécu cette volonté de se désengager et de laisser à elle-même l'organisation? C'est vrai que ce n'est pas juste seulement au Sénégal. Donc les États-Unis, le financement des États-Unis par rapport à l'OMS, c'est vraiment quelque chose. C'est plus de 50%. Et donc le retrait de ce pays dans le financement de cette organisation risque de poser d'énormes problèmes. Ce n'est pas encore fait, c'est juste des menaces. Mais heureusement que Joe Biden en a fait une promesse électorale. C'est sûr que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'OMS, je crois, a été l'une des premières entités à féliciter Joe Biden parce que je crois que ce retrait n'aura pas lieu. Parce que aussi, il faut le reconnaître, l'essentiel des fonds de la riposte vient de l'extérieur. C'est pour dire que l'impérieuse nécessité de réfléchir à des stratégies innovantes de financement domestique. C'est ça la finalité de la question, justement. Cette dépendance. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui
puisque le constat que j'ai fait, c'est comme si la médecine africaine, en tout cas du tiers-monde, s'est affirmée pendant cette période. Elle s'est décomplexée aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas efficace ou effectif une fois que ces pays en question auront l'autonomie financière pour partir? Tout à fait. Je crois que c'est juste des stratégies. Moi, je suis sûr que je ne parle même pas des sociétés, des fondations, mais des personnalités au niveau du Sénégal peuvent prendre en charge. Si on vous dit que 5 000 francs peut prendre en charge un enfant infecté par le VIH, juste il ne vient pas parce que les gens n'ont pas le transport. Je crois que si on fait cette communication au niveau local, je crois qu'il y a énormément de bonne volonté qui peuvent contribuer à prendre en charge ces malades. Si on est associé des sociétés dans le cadre c'est un devoir par rapport à certaines grandes sociétés de participer à la RSE. La RSE. Et donc, je crois que c'est des voies à creuser parce que, on le sait, hein, les grands bailleurs, un de ces 4 matins, ils vont partir. Et je crois que dans quelques années, ce sera le cas. Il ne faut pas attendre que les gens partent pour dire comment on va faire. Et heureusement, au Sénégal, tout ça est en cours de réfléchir à ces nouvelles stratégies de financement, surtout de médecine. Une dernière question, très optimiste. Pierre, cette fois, c'est pas professeur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager qu'il n'y ait plus de morts, un seul mort, partout dans le monde? Est-ce qu'il est possible d'envisager ça dans un délai relativement Non seulement on l'envisage, mais on l'a fait. Dans aucun pays au monde où le dépistage est gratuit, accessible, où le traitement est accessible, on ne doit pas mourir de sida. Parce que maintenant, c'est avéré, le traitement est extrêmement efficace. C'est gérable. Le problème, c'est ceux qui attendent la dernière minute pour se dépister. Parce qu'ils ne savent pas. Parce que quoi qu'on dise encore, quand on est mis sous traitement au stade de sida très avancé, il y a des chances que certains meurent de façon prématurée durant la première année. Mais la communication, c'est surtout ça. Mais ça ne sera possible tant que la stigmatisation va perdurer. Encore une fois, c'est une maladie. Combien de fois vous avez entendu des gens dire j'ai le palu, j'ai la grippe, mais j'ai le sida, il y a un problème. C'est ce frein-là qui bloque énormément de choses pour l'accès, surtout à un stade précoce où le traitement est extrêmement efficace. Merci beaucoup, professeur Cheikh Tidiane Ndour, le chef de la division SIDA, IST au ministère. Ce qui nous conduit désormais à ce nouveau calendrier qui prévoit la première production de gaz en 2022. Le Sénégal, un pays de pétrole et de gaz grâce à la découverte d'importants gisements. Une découverte qui doit mener à des réflexions profondes pour une bonne exploitation de ces ressources. C'est la raison pour laquelle le SIDEA a procédé à la 2e édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales. L'ONG 3D pose le doigt sur les préoccupations des populations. La principale préoccupation de la société civile, ce n'est que ça. Comment tirer meilleur profit de nos ressources naturelles. Comment arriver à davantage de profit pour les communautés. Des préoccupations prises en compte selon le directeur de l'OCDEA. D'ailleurs, pour lui, des conclusions seront tirées. Aujourd'hui est institutionnalisé comme une rencontre qui permettra de faire le suivi et l'évaluation de ces projets.